Et voilà, je laisse la parole donc à nos deux intervenants, donc Tanguy Derienik du cabinet Innova Pays, conseil en propriété industrielle qui est à Quimper, et Benoît Larcher de Bretagne Compétitivité, une initiative de la CCI de région, région Bretagne, pour accompagner les entreprises dans leur stratégie et leur capacité d'innovation. Donc voilà, je vous laisse la parole, messieurs. Merci. Merci. Tanguy, je te laisse peut-être commencer, puis je partirai sur la présentation derrière. Du coup, c'est moi qui lance, je partage ou c'est toi qui partages? Non, je vais partager, mais si tu veux te présenter ta structure et voilà, dire deux mots, puis j'enchaînerai. Ok, alors donc Tanguy Dernic, comme Marie-Laure a dit, Innovapi, on est 3 collaborateurs, on travaille pour différentes entreprises dans le Finistère et puis tout en Bretagne. Voilà, et donc l'objectif d'aujourd'hui, c'était de dégrossir un peu sur les actualités en fait, liées au brevet. Donc on s'est réparti la présentation avec Benoît. Et puis moi, l'objectif, c'est plus la deuxième partie sur l'actualité en fait, juridique en France et puis en Europe, pour faire un petit point là-dessus, parce que ça va évoluer, ça a déjà évolué et ça va évoluer encore prochainement. Voilà, Benoît, je te laisse la parole. Donc, alors moi, bonjour, Benoît Larcher. Donc, effectivement, de la structure Bretagne Compétitivité, qui est une structure associative dépendante des CCI. On accompagne les entreprises sur un certain nombre de sujets autour de l'innovation et des transitions. Pour ma part, c'est celui de la propriété industrielle depuis déjà une bonne trentaine d'années. Moi, je vais partager mon écran pour reparler, introduire la notion de brevet, avant que Tanguy parle de nouveautés qui sont... ça évolue en général assez lentement dans le domaine du brevet, mais c'est vrai que ces 3 dernières années, il y a quand même des nouveautés intéressantes, aussi bien pour des grands comptes que des toutes petites PME, en termes de procédures, de déploiement, de réflexion et de stratégie. Pour ceux qui voudraient poser une question lors de nos interventions, je ne sais pas si le mieux, c'est de mettre un petit mot dans la conversation, le chat, ou de lever la main. On essayera, ou quelqu'un de repérer ça. Voilà. Alors moi, je vais partager l'écran. Il ne faut pas hésiter à intervenir, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà. Même que ce soit interactif. Je le mets en... Voilà. Alors, vous réagissez quoi? C'était pas clair. Je vais essayer de dérouler assez vite, parce que je pense que certains connaissent la présentation, d'autres vont le découvrir. Donc, il y a un public qui est un peu hétérogène, j'ai cru comprendre. On va parler surtout du brevet, mais je voulais replacer le brevet dans ce qu'on appelle la propriété intellectuelle, qui globalement intéresse toutes les structures innovantes. On a une partie propriété industrielle qui contient, je dirais, trois possibilités de protection. Celle des signes distinctifs. En général, on parle de protection de la marque, mais il faut être un peu plus large que la marque. La marque, ça peut être des visuels, ça peut être beaucoup de choses, ça peut être effectivement l'enseigne. On y introduit maintenant la notion de nom de domaine qui est si important pour vos développements commerciaux. Il y a l'aspect esthétique à travers la protection des dessins modèles. Alors, attention, là, l'erreur est de croire qu'on peut protéger un dispositif technologique en déposant un modèle qui coûte bien sûr moins cher qu'un brevet. C'est une erreur que certaines entreprises font et, en fin de compte, elles divulguent leur dispositif technologique qui ne va pas être protégé par ce modèle-là et qui ne peut plus être protégé par brevet puisqu'il y a eu une divulgation. On va revenir sur cet aspect de nouveauté de divulgation. Et puis le brevet qui est ce qu'on appelle en France le brevet d'invention, donc qui vient protéger les inventions. Une invention, c'est simple, c'est des dispositifs technologiques qui viennent résoudre un problème technologique. Voilà, pour faire simple. Et puis, il y a la propriété littéraire artistique qui n'intéresse pas que les artistes. Dedans, je ne vais pas m'y pencher, on pourrait faire un atelier complet là-dessus. Il y a aussi la protection des logiciels. Alors, c'est un peu plus complexe que ça. Le logiciel peut rentrer dans le brevet, enfin, il y a des tas de possibilités. Mais on protège par des dépôts. Et
ce droit d'auteur, les concepteurs de logiciels de ligne de code. Alors, le brevet. Le brevet, il y a c'est, comme je l'ai mis en bandeau, entre droit et connaissance. Le brevet vous donne des droits exclusifs, notamment un monopole, mais à deux conditions. Hein, si je reprends un très vieux dessin qu'un ancien collègue a fait il y a plus de 30 ans, Lucky Luke a deux inventions et il demande à cet Indien sur le territoire Cheyenne d'être protégé, il va falloir, d'une part, qu'il paye tous les ans au territoire Cheyenne, donc sur la zone géographique où il veut être protégé, ce qu'on appelle en France une annuité, qui n'est pas très chère. En France, ça doit, Tanguy me corrigera parce qu'il les connaît mieux que moi, mais sur la première année, on doit être entre 30 et 40 euros, à moins qu'il y ait de l'inflation aussi là-dessus, mais bon, ça ne doit pas être énorme. Hein, C'est ce qui encore peut moins, coûter cher, c'est ça? Petite taxe, c'est 19 euros, un truc comme ça, donc non, c'est vraiment pas cher. Ah ouais, Et voilà. puis, non. Ça augmente doucement. Non. Ce qui peut être très cher, c'est si on veut protéger sur de nombreux territoires. Voilà. Première partie. Et puis la deuxième contrainte, c'est on ne protège que ce qu'on va expliquer dans ce document, qu'on appelle le brevet. Hein, si on veut cacher des choses, si on ne raconte pas tout dans le brevet, ben, on ne sera pas protégé sur les choses qu'on aura cachées. Et comme c'est marqué dans la slide, le brevet sera publié 18 mois après son dépôt. Donc, c'est un deal. On vous offre le monopole, on vous le garantit, mais à condition que vous rédigiez un document qui soit, on va dire, clair, lisible, sur ce que vous voulez, sur ce que vous revendiquez comme étant votre innovation et ce que vous voulez protéger. Voilà. Donc, on a effectivement du droit, parce que le brevet est un titre de propriété, comme pourrait être le titre de propriété de l'appartement ou de la maison que vous achetez. Ça rentre dans le capital de l'entreprise. Hein. Mais c'est aussi une somme de connaissances importante. Je n'ai pas fait le calcul, mais je pense qu'on doit flirter doucement. On va arriver bientôt à 100 millions de brevets déposés depuis les origines, hein, fin du 18e pour faire simple, ouais, du 19e, pardon, fin du 19e. On doit être à peu près 100 millions de documents. C'est une somme de connaissances quasi unique. Et pour la plupart, sont accessibles gratuitement sur des sites que je rappellerai en fin d'atelier. À savoir, on va revenir parce que je crois qu'on va parler de la procédure, donc je parlerai de ça. Alors, à quoi sert le brevet? On a parlé de monopole, donc c'est empêcher d'être copié. Mais on n'est pas obligé de le garder que pour soi. On a aussi une capacité comme tout titre de propriété, de dire on va céder une licence sur une partie d'une zone géographique pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. On crée un contrat de licence et on peut en tirer des revenus. Ou on peut très bien dire, moi, je ne veux plus gérer ce type de propriété, je le cède complètement à un autre. Certaines entreprises vivent très bien de licences de brevets et en tirent des revenus conséquents. Ça peut être des moyens de négociation. Je vois par exemple, ça c'est une liste que Tanguy m'a fournie, les licences croisées, c'est-à-dire que vous améliorez un dispositif qui est déjà connu, qui fait l'objet d'anciens brevets. Vous pouvez très bien aller voir les déposants et leur dire, voilà, nous, on a une amélioration. Si on croise nos brevets, on pense qu'on peut en tirer bénéfice tous les deux. Donc, vous m'autorisez à faire votre dispositif, à produire, à vendre, à commercialiser votre dispositif de base avec notre amélioration. Et nous, en contrepartie, on vous donne une licence gratuite sur telle zone ou sur tel marché de notre brevet, etc. Ça peut être des moyens de communication, dire qu'on dépose un certain nombre de brevets par an, c'est montrer qu'on est innovant dans certains domaines. C'est presque du marketing, je dirais. C'est une communication intéressante. Pour les jeunes startups, ça peut être intéressant au moment des levées de fonds pour attirer des investisseurs qui vont être
plus enclin à fournir un chèque si le produit qu'on propose de vendre est bien protégé par un certain nombre de brevets. On est sûr que cette jeune entreprise va pouvoir lancer son activité commerciale sur des avantages technologiques qu'elle a bloqués. Hein. Et puis on peut imaginer aussi un certain nombre de collaborations qui sont plus saines quand on échange autour de titres de propriété comme le brevet. Sur l'optimisation fiscale, là, moi, je sais, comme ça rentre dans les comptes et bilans, des choses comme ça, mais c'est aussi un autre sujet. Il Donc y a le l'IP Box, en brevet, fait. C'est surtout pardon, sur l'IP Box et les aides maintenant, la nouvelle optimisation fiscale sur les revenus en fait, qui sont attachés en fait, aux biens immatériels liés au brevet. Ils peuvent être déduits en fait, d'une certaine manière. Mais pareil que toi, je n'en dis pas plus et c'est des spécialistes qui peuvent faire ça. les experts comptables connaissent ce genre de choses? C'est ça. Voilà. Donc, un titre de brevet, ça peut être utile dans plusieurs séquences de développement de l'entreprise. C'est ce qu'il faut retenir. Euh, alors, ce petit bandeau que je trouve très simple à retenir, qu'est-ce qu'on peut protéger par brevet? Une invention, brevet d'invention, qui est une solution technique à un problème technique. Quand on me dit, est-ce que je peux déposer un brevet? Est-ce que vous êtes face à un problème technique? Ben oui, il faut qu'on arrive faire tourner la machine un peu plus vite, avec un peu moins d'énergie et un meilleur rendement et moins de panne. OK. Et quelles sont les solutions techniques? Et ben, on va remplacer, je ne sais pas moi, un moteur thermique par un moteur électrique, et puis on va rajouter un capteur pour ceci, cela. Bon, donc on est face à une invention, on a une possibilité de brevet. Ah oui, non, j'allais partir sur autre chose. J'allais partir sur les critères de brevetabilité qui doivent être juste après. Mais il y a une petite liste, effectivement. Le brevet, ça peut être un dispositif, un objet, ça peut être des process, ça peut être des produits chimiques, textiles, ça peut être une recette de cuisine, question qui peut revenir souvent dans l'agroalimentaire breton, Mm. avec la question qu'on toujours, au moment où on va se dire, est-ce qu'on protège ce nouveau process, cette recette, ce produit, ou même cet objet par brevet, l'autre solution, c'est de garder le secret. Alors, garder le secret, ça peut paraître moins coûteux que déposer un brevet, mais au final, c'est souvent très coûteux. Ça veut dire aussi s'assurer que les salariés restent au sein de l'entreprise. C'est pas toujours évident. Il y a peut-être des process, il y a peut-être des produits où on peut garder assez facilement le secret tout en les commercialisant. Très vite, autour des objets, des outils, des dispositifs techno, on voit bien que dès que le concurrent aura acheté un coup d'œil, il va pouvoir vite reproduire et le secret ne tiendra pas longtemps. Donc, on peut protéger procédés, matériaux, voilà. Alors, avec, voilà, des petites choses. Je vais commencer par le fond qui est l'application industrielle. Peut être fabriqué. Ça ne veut pas dire qu'il doit fonctionner. Dès qu'on parcourt les bases brevets avec des spécialistes, ils nous disent, mais ça c'est déposé, mais ça ne marchera pas ou ça n'a pas le rendement. L'INPI, l'Institut national de la propriété industrielle, qui enregistre vos titres, on ne va pas vérifier que votre dispositif, il roule bien, il s'envole ou il va avancer à la vitesse, voilà. Mais on doit pouvoir, à travers les explications, l'écriture, fabriquer. Il faut que ça, voilà. En général, ce critère de l'application industrielle, sauf bémol très particulier, c'est pas un critère bloquant. Enfin, moi, j'ai rarement rencontré où je l'ai, Non, non, il y a, c'est non, rare. moi, bon, pareil, hein, voilà. Les deux autres au-dessus, par contre, sont des critères très importants, notamment celui de la nouveauté. On ne doit pas exister dans ce qu'on appelle l'état de l'art le même dispositif, le même process, le même produit au moment où on dépose le brevet. Au moment où on dépose le brevet. L'état de l'art, c'est tout document qui a une date qu'on appelle dans la profession certaine,
un article, un vieux livre, une photo qui aurait été datée par un notaire, un huissier, dont on est sûr de la date, enfin tout document disponible au tiers, qui existe au moment du dépôt. Aujourd'hui, 4 octobre, 14 heures, voilà. Ce qui arrive, malheureusement, pour beaucoup d'entreprises qui ont peu d'expérience dans le domaine de la protection des inventions, c'est que la nouveauté est cassée par l'entreprise même. C'est-à-dire que vous opérez une divulgation, vous allez dans un salon, votre dispositif plaît beaucoup, vous commencez à en vendre, on écrit quelques articles, et puis 6 mois après, vous allez voir Tanguy, et puis vous lui dites, ah, ce serait bien de déposer le brevet. Moi, je vais dire Comme il tout ce sera qui reste à honnête, protéger. voilà, comme il sera honnête, il dira, bah, écoutez, on peut le faire, ça ne sera pas refusé, mais face à un tiers qui connaîtrait vos divulgations précédentes, il faut savoir qu'il pourra s'écrouler. Alors, il y a peut-être des choses qui n'ont pas été divulguées, effectivement, ça c'est le travail que vous allez faire avec le conseil. Qu'est-ce qu'on peut encore protéger? Mm. Donc ça c'est très important. C'est important aussi, ça c'est en général fait un peu plus ou moins systématiquement, c'est de regarder avant le dépôt de brevet 100 millions de documents, tout n'a pas été inventé, Dieu merci, mais c'est pas mal de regarder un petit peu ce qui s'est fait dans la technologie qui vous intéresse. Le critère qui est au milieu est plus subjectif. L'activité inventive ne doit pas être évident au vu de ce qui est, au vu de l'état de l'art, au vu de s'il existe déjà. Ne doit pas être évident pour la personne du métier. Dans la loi, on dit l'homme du métier, mais maintenant je parle de personne du métier pour pas passer pour quelqu'un de sexiste. Donc, vous fabriquez des machines à emballer, vous êtes un ingénieur. Si l'amélioration que vous venez d'imaginer, elle vous a demandé 10 secondes, même pas de réglage, même pas de proto, on peut se poser la question d'activité inventive. En général, c'est vrai que dans les entreprises, on rencontre des gens qui ont un peu galéré, qui ont fait des réglages, qui ont testé, qui sont cassés les dents. C'est déjà des moyens de preuve comme quoi il y a une réelle activité inventive. Donc, ces 3 critères sont importants, mais ce qu'il faut retenir, dans la première instance, c'est la nouveauté. On peut protéger par brevet des dispositifs technologiques qui répondent à un problème technique s'ils sont nouveaux. Voilà. Si déjà vous retenez ça, c'est déjà pas mal. Alors maintenant, on a répondu à ces 2 questions. On a bien une invention technique, nouvelle, et on va y aller. On a une procédure qui est, c'est la procédure française qui est présentée là, mais dans beaucoup de pays, elle est à peu près identique. Oui. On a la date la plus importante, hein, c'est la date 0. C'est vraiment la date de dépôt, de premier dépôt, qu'on va appeler la date de priorité. Voilà, vous prenez acte, 4 octobre aujourd'hui, que vous connaissiez cette technologie et que vous faites ce dépôt en France. Alors, la priorité, c'est quoi? C'est que l'ensemble des pays du monde, je crois que c'est une notion, cette priorité qui est partagée, je crois, par pratiquement tous les pays dans le Ouais, monde. 154 aujourd'hui, ça Ah représente ouais, beaucoup. pas tous alors. 154, d'accord. Beaucoup en tout cas, la plupart des pays industriels, et depuis Mm. longtemps d'ailleurs. On vous laisse 1 an de réflexion avant de vous décider à étendre votre protection sur d'autres zones géographiques en gardant la date de dépôt 0 du 4 octobre 2022. Voilà. Je prends toujours l'exemple de vous faites le 3 octobre 2023 une extension européenne. Eh bien, si un Allemand a déposé la même invention l'été 2023, bah, quelque part, il repasse derrière vous, et c'est vous qui aurez le monopole sur l'Allemagne. Donc, il faut prendre cette année de réflexion, mais il ne faut pas la rater. Vous perdrez beaucoup. Là, du coup, vous perdrez beaucoup.
Et souvent, la réflexion, elle va durer en fin de compte pas un an. Enfin, ça va dépendre de votre développement commercial, bien sûr. Et puis de ce que vous allez recevoir au bout de 10 mois, en gros, hein, je ne suis pas sûr que c'est quelques jours près, qui est le rapport de recherche. Hein, l'Office, en général, est fait ou par l'INPI ou sous-traité à l'Office européen des brevets. Vous avez des ingénieurs spécialisés par domaine qui, eux, ont fouillé dans les bases et vont vous dire, ben, votre invention, on a trouvé des antériorités et on trouve que sur certains éléments, elle n'est pas si nouvelle que ça. Et là, c'est toute une discussion qui va s'engager entre le déposant via son mandataire, qui est le cabinet conseil, et l'Office pour dire, ouais, ça on accepte que c'est peut-être pas nouveau, mais ça non, vous n'avez pas très bien compris, nous c'est pas comme ça, c'est comme ça, etc. Et pendant souvent 2 à 3 ans, il va y avoir cette discussion, voilà, jusqu'à ce qu'on obtienne la délivrance du brevet français, ouais, autour de 3 ans après le dépôt, ça peut être 2 ans, peut-être 3 ans, ça peut être beaucoup plus long des fois. C'est variable, très variable. Ouais, c'est surtout la délivrance du brevet européen qui peut être très long. Mm. J'ai revu récemment un brevet qui a plus de 12 ans et qui est toujours pas délivré en Europe parce que, C'est possible. je sais pas, il y a une grosse bataille dessus. Donc, cette date, cette prise de date, ce premier dépôt est très important. Il ne faut pas oublier son petit anniversaire pour bien faire ses extensions en gardant son droit de priorité. Et puis, il y a une date qui est à savoir pour ceux qui font comme moi plutôt de la veille, qui se réveillent les brevets des concurrents, bah, c'est 18 mois. Au bout de 18 mois, le brevet va être publié. C'est-à-dire, pendant 18 mois, vous pouvez bien sûr commencer à essayer de vendre des licences. Vous pouvez bien sûr mettre sur votre produit breveté. Et personne n'aura accès aux documents. Voilà. En termes de veille, en termes de documentation. Je ne reviendrai pas. Tanguy reparlera notamment autour des nouveautés des différentes stratégies d'extension hein, qui peuvent être. On a parlé du brevet européen, il y a maintenant un brevet qui s'appelle unitaire communautaire, il y a une procédure internationale, un PCT, et puis il y a des procédures pays par pays. Vous pouvez très bien dire non, non, moi j'ai un marché espagnol et anglais, donc je fais juste un dépôt en Angleterre, en Espagne, et ça me convient très bien. La durée de vie maximum d'un brevet, ben, c'est 20 ans après son dépôt. La durée, j'en parlais ce matin avec Tanguy, je pense que la durée de vie moyenne d'un brevet, c'est à peu près 7 8 ans. Puisque le brevet est maintenu que si vous payez en France, mais c'est vrai dans tous les pays européens, je pense, c'est annuité. Si vous décidez de ne plus payer, bah, il est abandonné, il rentre dans ce qu'on appelle le domaine public, et tout à chacun peut s'approprier cette technologie, la fabriquer, la commercialiser, etc. Donc, 20 ans maximum, et puis après, à vous de voir si vous le gardez. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'il y a des pays sur lesquels ça ne marche pas, on abandonne, je sais pas, l'Allemagne, la Belgique, et on finit par garder la Hollande, etc., et la France, tant qu'on a une activité commerciale. Je Voilà la précise juste vie synthétisée du brevet. sur les 20 ans, en fait, là, ça fait 21 avec le dépôt de brevet français, parce que du coup, c'est à la date de dépôt qui fait foi. Donc, c'est le dépôt européen qui, ça part 20 ans, et comme on revendique la priorité 1 an auparavant, donc on peut avoir maximum dans la tête une protection de 21 ans, en comptant la priorité. Voilà, c'est comme quand on fait une extension après au moment des 12 mois, là, et on va de nouveau revendiquer la France. Effectivement, il y a cette Voilà. petite subtilité qui fait qu'on peut tirer jusqu'aux 21 ans. Et la subtilité aussi en France, c'est qu'au bout de 5 ans, en fait, les annuités sont le même prix et au bout de 5 ans, ça augmente. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de réflexions qui disent qu'au bout de 6, 7, 8 ans, en fait, bah, les brevets français tombent dans le domaine public parce que les gens abandonnent au bout d'un certain temps, parce que les annuités commencent à grossir au fur et à mesure à partir de la 6e année, quoi. C'est ce qui explique Et aussi puis, pourquoi il y en a demande. il y a des technologies qui évoluent très vite, qui sont presque obsolètes au bout de 7 8 ans, je pense.
cette volonté d'évoluer. Des brevets qui ont duré 20 ans. J'en cite un, mais je vais arrêter de le citer parce que il n'y a plus que les anciens qui ont connu le Finistère avant les années 90. C'est la boîte de pâté Enaf qui s'ouvrait avec une petite languette, faisait le tour. Un brevet Franpack, société qui fabrique les emballages métalliques, là. Ça, c'est un brevet qui a duré 20 ans. Mais personne ne s'est approprié ça parce qu'il y a un problème de réglementation. C'est-à-dire que quand le brevet est tombé dans le domaine public, cette petite languette a été soudée avec une pointe d'étain. Et l'étain a été interdit pour les emballages agro. Donc, c'est un brevet qui, une fois qui a été déchu, n'a plus intéressé personne. Mais c'est pour un problème réglementaire, pas technique. Alors là, c'est des chiffres effectivement de ton cabinet, Tanguy, parce que euh, au moins tu te donnes des chiffres. Bah, je donne J'ai des fait un chiffres. Après, atelier. c'est en moyenne. Ce que j'ai remarqué sur différentes procédures, en fonction des cas, etc. En France, dans l'ordre de dépôt, c'est plus ouais, de 4 000 à 8 000, on va dire. Ça dépend des cabinets. Mais en Europe, c'est pareil, c'est très variable en fonction du nombre de pays qu'on va sélectionner. Le dépôt, c'est de l'ordre de 3 000, on va dire, mais dès l'instant, 6 mois après le dépôt, il y a encore une taxe de recherche et des frais d'examen, donc on arrive très vite à 5 000. Et pour une procédure globale, pour un ou deux pays, on est très vite à 10 000 euros, quoi, ça c'est sûr. Et à 30 000, on est proche des 4 à, on va dire, une dizaine de pays, quoi. Les US, c'est pareil, donc là on est obligé de passer par un mandataire local. Donc on est obligé de passer par quelqu'un qui, comme moi je suis mandataire français et européen. Et bah, pour les États-Unis, dans chaque pays, en fait, on passe par des agents qui sont le mandataire en référence. Et donc il y a forcément un intermédiaire, quoi. Le budget total sur 5 ans, en Europe, aux États-Unis, il faut compter entre 20 et 50 000 euros. Donc, ouais. Les actions en justice, pareil, en première instance, ce qu'on dit, la moyenne, c'est entre 20 et 30 000, et en appel, c'est entre 40 et 60. Donc après, on peut récupérer ça avec ce qu'on appelle l'article 700 de procédure civile, où on récupère un peu de sous, mais généralement, c'est partiel, et donc on ne peut pas anticiper quelque chose, quoi. Mais tout ça, c'est des frais qui peuvent être amenés à prendre en considération avant de faire une extension et de choisir la stratégie du pays et d'extension de la protection, quoi, pour une famille. Alors, on verra, on a rajouté une petite slide après, en toute fin d'atelier, ce que l'INPI et l'Europe financent. Alors, pas les coûts, enfin en tout cas, je pense pas les coûts de L'action en la justice. slide là, sur les actions en justice, mais sur les départs pour les PME, Hmm. donc les entreprises de moins de 250 personnes, il y a des financements, c'est tout nouveau, du dépôt français, qui va vous aider sur 2 dépôts, on va dire, hein, puisque c'est limité à 6 000 euros, hein. Hmm. Et des extensions. Il y a aussi des financements autour des contrats. Ça, c'est très important. Si vous voulez faire rédiger un contrat par un cabinet spécialisé, de mémoire, il doit y avoir des financements de l'ordre de 50% de prise en charge, hein, de subvention. Donc, c'est quand même Hmm. intéressant. Euh, d'évolution. Alors on a mélangé enfin, on n'a pas mélangé, on a croisé nos chiffres pour savoir qu'en France, on n'est pas des gros déposants de brevets. Hein, autour de 15 000 avec un petit fléchissement là, depuis le Covid, je dirais, depuis 2020-2021. Hmm. Ce matin, j'avais un client qui est une assez grosse entreprise, qui a un gros concurrent allemand. En 5 ans, les Allemands, qui étaient déjà des gros déposants, ont quasi doublé, se mettent à fond sur le brevet. Alors que mon client, qui est pas une petite boîte, hein, ils ont du mal à décoller, quoi. Vraiment, en France, c'est pas dans les gènes. Mais je peux vous dire qu'en Allemagne, aux Pays-Bas, le Covid, ne les ont pas arrêtés en termes d'investissement et d'innovation. Hmm. On le voit d'ailleurs sur la courbe que Tanguy nous a mis en dessous, qui est le nombre de dépôts de brevets européens, qui a une tendance à continuer à croître. Et on voit bien que c'est pas la France qui participe, en tout cas. Non. Ça peut être c'est sans doute les pays c'est sans doute les États-Unis, je pense, et l'Allemagne, enfin ces gros déposants. Je suis pas sûr que la Chine
dépose tant que ça de brevets européens. Non. Je dois l'avoir d'ailleurs. Voilà, moi j'ai un tableau que je montre à des étudiants. On pourra faire je vais attendre quelques mois pour faire 2022. Vous voyez qu'en 2020, on arrivait à 4 500 000 brevets. Je peux vous dire que dans les années 2010, on était en dessous d'1 million. Et qu'est-ce qui explose? C'est effectivement la Chine qui dépose 3 700 000. Mais si vous faites le rapport des 24 684 extensions sur les 3 millions, vous voyez que les Chinois déposent beaucoup sur leur territoire, mais font très peu d'extensions. Ils protègent assez peu leur technologie à l'étranger. Mais ils ont encore du mal peut-être à accepter qu'on vienne protéger chez eux nos technologies. Contrairement, regardez la ligne des USA, 200 000 brevets, ça reste vraiment une machine à protéger leurs inventions. Et ils en étendent via les procédures européennes ou mondiales. Je ne sais plus ce que j'ai pris, mais je pense que j'ai regardé tout brevet américain qui était au moins étendu. Presque 90 000, c'est-à-dire, on va dire, un peu plus de 40%, quoi. C'est énorme. On sent que les Américains, eux, produisent de l'invention, mais le commercialisent aussi, puisqu'ils... La Corée se maintient. Ça a explosé, mais avant. Les Anglais sont un peu au-dessus de nous. On peut les comparer parce que c'est quand même un pays de 70 millions d'habitants, un peu comme le nôtre. L'Inde augmente très très faiblement. Voilà. J'avais regardé la Turquie, bon, parce qu'ils ont des universités technologiques. C'est pas encore ça non plus. Le Brésil est apparu, des choses comme ça. Là, mon introduction, par contre, je vais arrêter de partager mon écran. Tanguy? Bon, comme tu veux, tu peux passer, et puis moi je te dirai où. Alors, ce qu'on peut faire, attends, ce que je vais faire, peut- je vais faire un petit truc comme ça. Je vais juste regarder s'il y a des questions. Si quelqu'un a levé la main, la personne n'a pas levé de main, ou dans la conversation, Non, j'en ai pas vu, tu n'en as pas vu? Benoît. Non, j'ai pas vu, je Tu nous crois pas. préviens? Oui, j'essaierai, oui, de surveiller. On a Je endormi surveille. tout le monde? Ouais, non, non, Endormi tout le non, non, monde. c'est intéressant, merci. Alors je peux partager. Voilà. Hein. Qu'est-ce J'ai que tu fais? Tu partagé mon repartages? écran. Alors, ouais, alors j'arrête. Alors. Ouais, voilà. Est-ce que tu m'envoies mon écran, c'est bon? Moi, c'est bon, c'est reparti pour moi. Ok. Parce que j'ai le micro, j'en Oui, c'est parle. bon, Tanguy. Ouais, merci, Ouais, c'est ça bon. marche. C'était au moins pour être sûr, sinon je parlais dans le vide. Donc, euh, voilà. Alors moi, les actualités juridiques, je vais parler de ce qui se passe un peu en France et en Europe. Euh, L'objectif, c'est d'avoir soit des petits rappels, soit des petits focus sur ce qui s'est passé et ce qui va se passer en fait. Alors, quand on a préparé la présentation, on m'a dit de faire un petit rappel sur les prises de date, donc le fameux horodatage, et donc je vais revenir dessus juste après. Je vais parler de la mise en application de la loi Pacte et donc c'est ce qui a été voté avec Macron. Il y aurait normalement la deuxième version de la loi Pacte, mais en ce moment, comme c'est un peu compliqué, on reste sur la première version. Et elle a impacté un peu le domaine de la propriété industrielle, en tout cas en France. Et donc c'est ce qu'on va voir juste après. Et le focus sur le brevet à effet unitaire et donc la juridiction unifiée qui est liée à ce brevet à effet unitaire. Hop. Alors, pour rappel, comme tout à l'heure, sur le droit d'auteur, en fait, il y a les droits moraux, il y a les droits patrimoniaux. Et pour ça, ce qui existait à l'époque, donc je parle de quand j'ai commencé ma carrière, c'est de déposer des enveloppes solo pour prendre date d'un droit d'auteur. C'est-à-dire que le droit d'auteur, en fait, il naît de sa création, mais le problème, c'est de prouver, en fait, qu'il y ait une date à cette création. Donc la solution qui existe aujourd'hui, enfin qui existait en tout cas à une certaine jusqu'à 2016 en tout cas, maintenant il y a une autre version, mais c'était une enveloppe solo, donc d'où son nom, solo. C'était 7 pages au format A4. On envoyait ça à l'INPI et il trouillotait l'enveloppe.
il nous retournait une version et il conservait pendant 5 ans en fait cette enveloppe. Donc le contenu était bien cacheté et si on avait besoin de constater, on le faisait avec un huissier pour pouvoir ouvrir et constater comme quoi il y avait bien à l'intérieur le contenu et la date avec cette procédure. Procédure franco-française et c'est ce qui essaye de poser peut-être problème pour la suite. En 2016, ils se sont dit: «Ce serait bien de se mettre un peu au numérique». On va sortir la e-Solo, donc c'est la même chose, sauf que c'est un format numérique, donc il y a avec une certaine taille, donc 15 € pour 10 mégaoctets, donc en gros, n'importe quel document, PDF, vidéo, tout ce qu'on veut en fait. Et c'est conservé 5 ans de la même manière et renouvelable, 1 fois pour 5 ans, donc 10 ans de protection et c'est un service que j'ai testé, que ça fonctionne bien, c'est la même chose. On a du coup un certificat suite au dépôt. Sur le certificat, on peut s'en servir en fait, c'est plein de chiffres, qui sont impossibles à retenir, mais qu'on peut s'en servir pour, indiquer par exemple qu'on a protégé ça sous e-Solo dans un contrat d'accord de confidentialité par exemple. Et ce qui se passe aujourd'hui, donc la nouvelle tendance, c'est l'horodatage qui, est de plus en plus reconnu d'un point de vue international parce que ça utilise la technologie des blockchains. Alors comment ça marche? Bah, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on va prendre un fichier à horodater. On va aujourd'hui lui demander en fait, justement de spécifier comme quoi ce fichier-là a une date certaine et donc on essaye parce que, un fichier on peut essayer de le trafiquer et essayer de trouver la source en fait de la date. Et là, l'objectif, en fait, c'est de horodater, donc dire que ce fichier, avec une preuve certaine, qu'il a bien cette date-là. Et donc, moi, ce que je fais donc aujourd'hui au sein du cabinet, c'est que je prends un fichier. En plus du fichier, je crée une attestation comme quoi j'ai bien reçu ce fichier à tel moment, telle date. Et l'ensemble vient être horodaté, donc via la technologie blockchain. Et en retour, on a un fichier de preuve qui peut justifier que le fichier qu'on a déposé est bien en lien avec la preuve qu'on a. Donc avec ces doubles fichiers, on a enfin, je donne aussi un certificat de dépôt comme quoi ça a bien été enregistré. Donc dans le certificat de dépôt, on retrouve plein de chiffres qui sont dont ne peut pas s'en souvenir, mais en tout cas, ce certificat fait foi et peut, de la même manière, se servir dans les accords de confidentialité pour justifier l'objet de cet accord. Je fais juste une parenthèse là-dessus, sur l'accord de confidentialité. Le problème des accords, c'est que généralement, on dit merci de garder secret notre discussion. Mais la plupart du temps, en fait, la discussion, elle n'est pas signée, contresignée, etc. Donc, l'intérêt de faire un dépôt, soit e-Solo, soit un horodatage, c'est de le mentionner dans les accords de confidentialité, donc avant le dépôt d'un brevet ou avant l'échange ou même après un dépôt de brevet. Dès l'instant, on a besoin d'échanger en se disant faudrait que je garde ça secret. Et donc, faire signer un accord, c'est en tout cas une bonne recommandation. Et dans cet accord, préciser quel est l'objet de cet accord. Donc, en précisant que en annexe, vous trouverez ci-joint le certificat de dépôt, ça permet au moins de justifier, de dire que l'objet de notre échange est protégé par une date certaine et ça ne posera pas de problème pour la suite en tout cas. Donc voilà ce que je voulais dire là-dessus. N'hésitez pas à intervenir si vous avez des questions ou des remarques. Je vais passer sur la France et la loi Pacte. Alors la loi Pacte, ça faisait des années qu'on n'avait rien vu évoluer en termes de législation ou le droit de la propriété industrielle. Et il y a eu 4 mesures qui ont impacté, en tout cas, la propriété industrielle et notamment les brevets. Alors la première mesure, c'était, qui est très controversée dans notre profession, le brevet provisoire. Dans le sens où c'est depuis le 1er juillet 2020, on peut déposer une demande en déposant par exemple une présentation ou un document technique sans le travailler, sans une revendication, juste la présentation. Donc par mesure conservatoire, je vois peut-être l'intérêt en disant: «J'ai une divulgation, j'ai pas le temps de passer par un cabinet, on va déposer ça rapidement», peut-être que ça sert. Le problème, c'est que
derrière, il faut redéposer quelque chose de correct ou redéposer des revendications. Et si les revendications ne se fondent pas sur la description, la date, en fait, ne fera pas foi, puisque le nouveau dépôt, ce sera le vrai dépôt, quoi. Donc ce sera ultérieurement à la divulgation. Donc d'où les critères de nouveauté. S'il y a une divulgation écrite ou orale qui peut être orale, donc avec témoignages et autres, on ne pourra pas revenir et ce sera un critère critère de nullité vis-à-vis du brevet. Donc faut se méfier de cette nouvelle approche. Je vais parler dans le désordre de l'opposition. Alors l'opposition en Europe, ça existe depuis très longtemps. Maintenant en France, c'est appliqué depuis le 1er avril 2020. Alors après la phase de délivrance, il est possible de s'opposer à la délivrance d'un brevet dans un délai de 9 mois. Ça veut dire que mon concurrent a déposé un brevet. Moi, je ne suis pas d'accord parce que c'était mon idée au départ. Et même moi, j'avais par exemple divulgué ça sous telle ou telle forme. Je peux, au moment de la donnée de la délivrance, m'opposer au droit qui a été donné dans ce cadre-là. Donc là, quid aussi qu'il faut surveiller la délivrance des brevets. Donc là, Benoît, là peut-être qu'il y a des aides potentielles, mais je crois que sur DataINP, je crois qu'il n'y a pas la possibilité de détecter la délivrance d'un brevet. Il y a sur certaines bases de données, c'est vrai, genre Questel, Orbit, mais pas forcément sur DataINP, je crois. Alors, je crois qu'il faut passer par nos structures à nous. Enfin, moi, je fais cette veille pour mes clients. Effectivement, on peut surveiller la délivrance des brevets pour se donner 9 mois, donc pour faire opposition. Oui. Tu le fais peut-être aussi pour tes clients directs. Enfin, effectivement, il faut une base professionnelle. Ou alors, il faut regarder tous les mois. Mais ça, c'est sous Ça, EspaceNet c'est autre ou chose. Donc, soit on DataINP. met en place une veille, soit on passe par une base Voilà. professionnelle, etc. Mais c'est compliqué. Donc, sachant que généralement, les oppositions sont faites au dernier moment. Donc, c'est à la date butoir des 9 mois parce qu'on a le temps de se préparer et de déposer tous les documents parce que c'est très réglementé. En tout cas, en France, c'est en train d'être réglementé, mais en se basant sur ce qui se passe en Europe, il faut avoir présenté tous les motifs, présenté tous les arguments et tout document autre que dans ce délai ne peut être apporté à la procédure. Donc c'est assez drastique. Et je vais avoir la chance au mois de novembre d'assister à une opposition, donc je pourrais vous en dire plus après. Donc je vais présenter en attaque une opposition, donc je pourrais vous faire un petit retour là-dessus si ça vous intéresse. Sur l'activité inventive, ce qui a été impacté le 22 mai 2020, c'est à partir de cette date où en France, avant cette date, il n'y avait que le brevet, le critère de nouveauté sur lequel on pouvait rejeter une demande de brevet. À partir du 22 mai 2020, on peut rejeter une demande de brevet sur le critère de l'activité inventive. Donc dans la partie réglementaire des textes, ça a évolué et ça a engendré en fait les échanges ce que Benoît a dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'avant, en fait, on avait un rapport de recherche, on répondait. Si on avait bien répondu, on n'avait pas d'autres échanges avec l'examinateur de l'INPI, on obtenait une délivrance. Aujourd'hui, on répond au rapport de recherche. Si les critères de nouveauté et d'activité inventive ne sont pas corrects, là, à ce moment-là, il y a un nouvel échange et on a un délai très court de 2 mois pour répondre. Et après, jusqu'à obtenir soit un rejet, soit une acceptation et obtenir la délivrance. Donc c'est un critère de renforcement. L'objectif, en fait, c'était d'essayer d'améliorer la qualité des brevets en France. Et c'est pour ça que ça a été dans ce sens-là. Pour pallier à ça, ils se sont dit, on va aussi se servir du certificat d'utilité et on va le passer de 6 ans à 10 ans. Donc c'est la slide juste après, donc là je vais en parler. Donc les certificats d'utilité, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est exactement la même chose qu'une demande de brevet. C'est un titre de propriété industrielle. Sa durée est passée de 6 à 10 ans. Et on a la possibilité de transformer une demande de certificat d'utilité en demande de brevet. Et l'inverse, c'est toujours possible, dans le sens où avant c'était le cas. Alors, la différence, elle est sur l'examen. En fait, le certificat d'utilité, il n'y aura pas d'examen de fond réalisé par l'examinateur. Donc, au moment du dépôt, on ne paye pas de taxe de recherche et il n'y a pas de recherche qui est établie dans le cadre de la procédure jusqu'à obtenir la délivrance du certificat d'utilité. Donc, ça veut dire que
on a un dépôt, on a une délivrance, et si on veut s'en servir, là, à ce moment-là, on va demander un rapport de recherche qui va émettre en fait une opinion, et à ce moment-là, on pourra attaquer les tiers en se servant du certificat d'utilité. Donc la différence, c'est que la procédure, elle est soit de fond comme un brevet, soit elle est après la procédure pour un certificat d'utilité. Et donc la nouvelle tendance aujourd'hui, c'est de déposer en fait un brevet et un certificat d'utilité en même temps, d'attendre le rapport de recherche, de voir pour que le rapport de recherche il soit positif, soit négatif. En fonction de ça, on décide d'en garder un seul et d'avoir une protection en fait plus fiable, on va dire, et au moins obtenir une délivrance qui soit certaine, puisque du coup, si on a un rapport de recherche qui est négatif, on garde le certificat d'utilité. On pourra toujours modifier la demande après, en présentant peut-être d'autres arguments, et cetera. Et sinon, on peut bien sûr garder la demande de brevet et puis dire que le produit est breveté et puis continuer sur cette procédure. Il faut garder en tête, c'est 20 ans de protection, l'examen de fond pendant la procédure et le certificat d'utilité, c'est une protection, c'est 10 ans de protection et un examen de fond après la procédure. C'est la différence. Chaque année, on paye une annuité de la même manière et puis l'extension, elle sera toujours à 12 mois avec le fameux délai de priorité, quoi. Et donc la petite remarque, c'est que, si on fait cette stratégie, c'est comme Highlander, il faut qu'il en reste que 1. Donc, parce qu'il ne peut pas avoir une double protection avec 2 brevets, donc ce serait contraire en fait au texte de loi et on aurait une double protection si on gardait les 2. Donc c'est pour ça qu'il y a une stratégie. Aujourd'hui, elle est en train de se faire cette stratégie parce que le nombre de dépôts de certificats d'utilité a doublé depuis l'application de la loi Pacte. Et on était de l'ordre de 500, on est un peu plus qu'à 1200, un truc comme ça. Et donc voilà, ça peut être une nouvelle stratégie. Si on pousse vraiment très loin la remarque, ça pourrait être de dire c'est peut-être le brevet français de l'époque, ça reviendrait au certificat d'utilité si c'est en moyenne au bout de 6 à 10 ans, en fait, les brevets français en fait tombaient dans le domaine public, on peut se dire que c'est un peu ça, quoi. Voilà. Sur ce point-là. Alors maintenant, on va partir un peu plus loin en Europe. Il est en train de se jouer quelque chose là. Ça fait à peu près 30 ou 40 ans qu'ils ont la convention des brevets européens. Ils ont attendu un certain temps pour dire que, en fait, ce qu'ils voulaient faire au départ, c'était sur la convention des brevets européens, c'est avoir donc justement, ce qui n'existe pas, c'est le brevet communautaire. Ce qu'ils veulent faire, c'est un brevet à effet unitaire, c'est-à-dire que l'effet de la procédure centralisée en Europe soit aussi viable, dans les différents pays et donc il y a un effet unitaire, d'un pays par rapport à l'autre. Donc ce qui posait problème au départ, et c'est pour ça que ça a été repoussé, c'était que si lorsqu'on avait un brevet européen, il faut le valider dans les différents pays. Et si on avait un brevet à effet unitaire, en fait, comment on aurait pu appliquer la loi de, je sais pas, en Slovaquie, qui soit applicable en France? Et c'est ce qui posait problème. Donc, ça a pris un certain temps pour essayer de créer une juridiction, et ils ont créé une juridiction unifiée des brevets, qui va être entrée en vigueur en 2023. Alors, j'annonce pas de date parce qu'à chaque fois la date est repoussée. La dernière date qu'on m'a communiquée, c'était le 1er mars, mais dès l'instant où on m'a dit que c'était le 1er mars, on m'a dit: «Oui, mais il y a peut-être encore quelque chose d'autre». Donc c'est toujours repoussé un petit peu. Il y a eu le Brexit qui a fait que ça a repoussé un peu les délais. Il y a eu, justement la juridiction unifiée qui était lancée, donc il y a eu des juges qui ont été formés et cetera, mais il y en a qui sont partis à la retraite, il y en a d'autres qui voulaient y aller. Donc tout ça, en fait, c'est une grosse machine qui avance petit à petit et hem et donc la juridiction unifiée, en tout cas en 2023, normalement, elle aura lieu en 2023 et elle sera valable pour les litiges en contrefaçon de validité. Ça veut dire qu'un seul titre, il y aura un brevet à effet unitaire qui sera jugé dans une cour qui sera clairement définie et dans lequel on pourra, justement étudier des cas de contrefaçon et de la validité du brevet européen. Donc il y aura même chose, il y aura un tribunal de grande instance et un tribunal d'appel avec donc le siège est à Paris. On se répartit un peu avec Munich les différentes technologies et donc la cour d'appel sera au Luxembourg. Alors je vais parler des avantages, après il y a des inconvénients, mais on va essayer de parler des avantages. Une seule procédure,
pour couvrir géographiquement beaucoup de pays. Des coûts réduits parce que il faut imaginer que en un seul forfait, on évite le coût de plein de procédures dans différents pays. Et on évite ce qui se passe des fois dans certains cas de procédures de brevet, c'est-à-dire qu'on a un brevet par exemple qui est délivré aux États-Unis, mais on a du mal à le délivrer en Europe. Donc il n'y a pas de risque là, dans des cas comme ça, de décision divergente, puisque c'est un seul tribunal. On a une procédure rapide par rapport à la France ou d'autres pays comme l'Italie. On a le choix de la division et de la langue. Et alors, le gros intérêt aussi, c'est qu'on a des juges techniques. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on a des juges juridiques et des juges techniques. Donc, on sera en face, généralement, il y aura 3 juges, et on sera en face de personnes qui, techniquement, en fait, comprennent ce qu'on dit. Alors, je ne veux pas dire justement que les juges juridiques ne comprennent pas, mais ce qui se faisait aussi, ce qui nous a fait pas mal de rire en fait, lors des formations que j'ai faites, où on occultait complètement le juge et on parlait que au juge technique, mais on essayait de revenir en fait en arrière. Voilà, on a vraiment une vraie compétence en tout cas du juge et des décisions qui seront prises, et on va considérer qu'on va augmenter la qualité des décisions. Donc c'est pour ça que l'intérêt de la JUB. Alors, qu'est-ce qui va se passer, la différence par rapport au premier schéma qu'on vous a montré? En fait, donc, il y aura la même étape de démarrage. Il y a une demande de dépôt de brevet. Au bout de 12 mois, on fait une extension, donc à une procédure européenne, dépôt de brevet européen. On a une procédure européenne, donc centralisée jusqu'à la délivrance. Et là, c'est ce qui va changer. En fait, il y a 25 États qui ont été, qui font partie de la procédure, mais aujourd'hui, il y a 17 pays qui ont signé en fait le protocole qui rentre en vigueur. Et ça va être une photographie pour la suite. C'est-à-dire que dans les 17 pays, là, aujourd'hui, qui ont signé, on aura un package. Donc, on va choisir, en fait, l'extension des 17 pays et on aura un forfait sur ces 17 pays. Par contre, il n'y a pas l'Espagne, il n'y a pas l'Angleterre. Et on sera obligé quand même de faire des validations uniques dans certains pays. Donc, pendant une certaine période, on aura le choix de faire soit le package, soit pays par pays. Et ben, en fonction de la couverture géographique dans laquelle on souhaite aller, ben, on choisira ou pas d'utiliser cet effet unitaire vis-à-vis de cette procédure centralisée. Et c'est ce qui va donc évoluer en Europe. Alors, il y aura une période transitoire, bien sûr, et il y a 2 stratégies possibles. Donc, la période transitoire, c'est ce qui s'appelle dans notre jargon l'opt-out, c'est l'option de sortir en fait du système. C'est une déclaration qu'on doit faire dans une procédure particulière où en fait on va dire en fait au moment de l'entrée en vigueur de la juridiction unifiée du brevet, moi je retire en fait le brevet européen qui aujourd'hui en fait est valable dans tel ou tel pays, et c'est ce qui s'appelle donc l'opt-out. Il y a 2 stratégies donc possibles. Soit on suit la devise de Machiavel, diviser pour mieux régner, où on choisit en fait les pays par pays. Soit on suit la devise de l'union fait la force, où on applique le fonctionnement de la JUB avec les avantages qui ont été mentionnés juste après. Donc pour bien choisir, en fait, il faut considérer plusieurs éléments. Et c'est ce que je vous propose d'essayer de réfléchir ensemble. Donc il y a 2 stratégies, soit donc la dérogation, soit donc contre la dérogation, donc opt-out ou stay-in. Donc pour la dérogation, on va éviter les risques d'annulation centrale, c'est-à-dire que là aujourd'hui, en fait, si par exemple j'ai un brevet juste en France et en Allemagne, si j'ai une attaque juste en France, j'aurai toujours mon brevet allemand. Si dans le cas inverse, le risque en fait, c'est si je me fais attaquer en France et j'ai l'effet unitaire pour l'Allemagne et pour tous les autres pays, le package, ça veut dire que si dans un pays, une procédure annule mon brevet, j'ai plus de brevet partout, quoi. Donc c'est un risque d'annulation centrale totale de toute la protection. Et autre possibilité pour utiliser la JUB, alors l'intérêt du opt-out que je vois moi, c'est qu'à n'importe quel moment, en fait, lorsqu'on a dit qu'on dérogeait à l'application de cette juridiction unifiée des brevets, la JUB, on peut retirer cette dérogation. Donc ça veut dire qu'à tout moment, on peut changer d'avis, on peut le faire qu'une fois, mais on peut l'enlever, quoi. Donc ça, c'est un intérêt, je pense.
Alors, pour l'intérêt de garder et de rester dans cette procédure, c'est clair qu'il y a un côté financier. C'est-à-dire que là, on a un package de différentes manières de voir les choses, mais on a un coût financier qui est assez important. Donc le premier, l'intérêt, c'est de l'administratif, en tout cas, pour tout, ce sera moins cher que plein de procédures. Donc ce sera plus intéressant. On sait qu'il y a une période transitoire et qu'on peut déroger et on peut aller dans certaines juridictions d'un point de vue national. Sauf si un tiers nous dit bah, en fait, j'entame une action contre toi avec la JUB, et dans ce cas-là, je suis obligé de passer par la JUB. Et le risque, c'est de plus pouvoir utiliser la JUB si un tiers initie une action autre. Donc comme ça, quoi. Donc, soit on considère l'opt-out, la dérogation, soit on considère le stay-in. Et donc, ce sera un choix à faire au moment de ce qui s'appelle le sunrise, enfin la période transitoire et la période où va rentrer en vigueur la juridiction unifiée des brevets. Donc les critères à considérer, si je résume, c'est la couverture géographique. Est-ce qu'à un moment donné, aujourd'hui, j'ai 17 pays dans lesquels je veux aller ou je veux avoir une procédure? Ça va s'appliquer pour les nouveaux dépôts de brevets et c'est surtout la nouvelle délivrance en fait des brevets. Au moment donné, la délivrance, il faudra se poser la question, est-ce que je prends un package à 17 pays ou est-ce que je prends juste 3-4 pays? Donc il faudra se poser la question. Il faudra se poser la question aussi entre l'importance du brevet. Est-ce qu'il y a un risque de contrefaçon? Est-ce qu'il y a un risque d'action contre moi? Est-ce que j'ai un risque d'opposition? Plein de choses comme ça qui peut entrer en vigueur. Entrer en fait dans réflexion par rapport à ce que nous, on souhaite obtenir comme couverture géographique. Alors, le risque d'action en unité contre le brevet européen est aussi important. Donc, est-ce que ça, c'est à prendre en compte? Est-ce que moi, je préfère y aller ou pas? C'est justement la grande question, quoi. Et après, pour mémoire, donc le coût d'une action en unité devant la JUB, il y aurait des taxes, à peu près 20 000 €, et c'est bien plus élevé que le coût d'une opposition à l'OB. Le coût d'opposition, c'est entre 815 et taxe de recours 2700. Donc, on peut se poser la question, savoir en fait, au moment d'une action, on se dit bah non, mais je ferai une opposition et puis après on verra pour la suite, quoi. Il y a plein d'éléments comme ça qui peuvent être à prendre en compte et à considérer. Et alors le cas du brevet en copropriété, c'est simplement que s'il y a plusieurs personnes, il faut que tout le monde soit d'accord pour soit le stay-in, je vais utiliser la juridiction unifiée, soit l'opt-out, parce que du coup, on peut pas avoir deux avis différents. Et donc la période de sunrise, on ne sait pas quand est-ce qu'elle va apparaître, parce qu'on ne sait pas exactement la date du peut-être 1er mars. Mais en tout cas, ce sera une période transitoire pendant 4 mois, dans lequel on va pouvoir faire le choix de faire le stay-in ou l'opt-out, comme je vous ai dit. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le délai de transition, en fait, de cette période, est-ce que je prends la JUB, est-ce que je prends pas la JUB, c'est une période de 7 ans, qui est prolongeable une fois. Ça veut dire qu'on va en entendre encore parler pendant très très longtemps. Et à défaut du coup de faire l'un des deux choix, le défaut de fonctionnement de la JUB s'appliquera. C'est-à-dire que si après, pendant la période de 4 mois, on se sollicite pas ou on fait rien, donc ce sera bien l'application de la juridiction unifiée qui s'appliquera dans le cas d'espèce. Donc c'est ce qui va s'appliquer. En gros, tous les pays, dans tous les brevets européens qui sont encore en vigueur aujourd'hui, si on ne fait pas de choix, ce sera la juridiction unifiée qui s'appliquera. C'est pour ça que ça impacte pas mal de brevets qui sont existants. Et pour la suite, pour la délivrance future, on aura toujours le choix de faire soit l'un, soit l'autre, quoi. Voilà ce que je voulais vous dire sur la nouveauté. Après, là, je vais peut-être passer la parole à Benoît, qui a peut-être plus d'infos, dernières nouvelles. Garde Sur la les main et puis je vais reprendre la parole. Mais effectivement, sur cet aspect, j'ai honte à dire que ça fait 34 ans moi, que je suis dans ce métier, dans les CCI, là. Et c'est vrai que ça fait plus de 20 ans, hein, fin des années 90, qu'on entend parler au début de l'espoir du brevet communautaire, donc était, je pense, abandonné. Hein, on voit bien que même en parlant de brevet unifié, il n'y a pas que nos ex-amis anglais qui sont partis. Hein, il y a, donc, tu disais 17 pays avec un gros absent qu'est l'Espagne, qui, j'ai cru comprendre, pour des problèmes de langue, de sauvegarde de leur langue, ne pas souhaiter encore entrer dans ce dispositif. Ouais. Donc ça paraît lent, mais dans notre monde, il y a eu quand même des avancées
importante en France et puis en Europe. Voilà. Dans les avancées, alors je fais une petite pause pour savoir s'il y a des questions. Oui. Vous laissez réfléchir et reprendre notre souffle. S'il y en a qui veulent mettre leur micro, poser une question. Il n'y a pas de souci, ouais. Sinon, je vais continuer. Je vais continuer sinon. L'INPI et l'Europe, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, proposent des aides. Alors, c'est pas, on a parlé de coûts de 10 000, 20 000, 50 000. Ça, c'est en cas de procès ou de bagarre, ce qui, sur le nombre de brevets déposés, reste quand même assez rare. Quand même. Bon. Mais il J'avais y a les comme des chiffres coûts de là-dessus. défense. Hein. Sur les 15 000 dépôts par an, à peu près en moyenne, il y a 270 ou 250 cas qui sont étudiés en fait en France. Donc ça fait un petit ratio, quoi. Ouais, c'est un petit, mais ceci dit, moi, ce que je propose toujours aux entreprises, c'est quand même de préparer un budget, ne serait-ce que pour, par exemple, te demander de faire un courrier. On n'est Mm. pas obligé d'aller jusqu'à l'action en justice, mais quand on s'aperçoit qu'on a des contrefacteurs, hein, des gens qui viennent sur vos pattes blanches, bah, il faut déjà leur dire attention. Voilà. Je veux dire, hein, il ne suffit pas de préparer ces 5 000 € pour le dépôt, puis de dire on n'a plus de sous. Quoi. Il faut quand même effectivement préparer une capacité de montrer les épaules. Quoi. Voilà. Alors, depuis quelques années, il y a des possibilités d'aller chercher des subventions dans un fonds européen. Et l'INPI est venu compléter. Ce qui est tout nouveau, tout nouveau, tout nouveau, puisque je crois que Thierry n'en a pas, Tanguy n'a pas encore bénéficié, c'est que le dépôt français, ça c'est vraiment le mois d'août, quoi, peut être subventionné, je répète, pour les PME, 50% donc plafonné à 3 000 €. Hein, si votre coût de dépôt coûte 6 000 €, la rédaction, euh, l'INPI en subventionnera 3 000. Avoir réalisé un diagnostic pays, c'est simplement un coup de téléphone de l'INPI ou éventuellement un passage de ma part pour faire ce qu'on appelle un prédiag pays, vérifier que ce que vous voulez protéger, c'est bien une invention et qu'il y a tout intérêt à y aller. Être une PME, c'est moins de 250 personnes, hein, ou que le capital dans votre entreprise n'est pas un très grand groupe, quoi. Alors, c'est ce qu'on appelle les passes pays de l'INPI. Il y en a beaucoup. Hein. Le dernier, c'est ce passe pays brevet français. Mais les extensions, certaines extensions, autour des marques, il y a des choses aussi. Et je sais qu'il y a des possibilités d'avoir des subventions sur la rédaction des contrats. Ça, c'est très important. Les cabinets conseils comme celui de Tanguy ou d'autres, ce qu'on appelle les CPI, ont cette capacité à vous préparer des contrats de cession, d'accords, etc., etc. C'est très important qu'ils soient bien rédigés. Donc, ces rédactions qui demandent quand même du temps et qui sont facturées, bien sûr, peuvent être prises en charge dans certains. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe 3 acteurs à peu près en France en tout cas en Bretagne, autour de la propriété de l'API, de la propriété industrielle. 2 qui sont là plutôt pour accompagner et sensibiliser. Il y a l'INPI, hein, c'est l'Institut national de la propriété industrielle. Ici en Bretagne, on a une délégation assez bien fournie, hein, 4 personnes qui peuvent vous répondre. Donc il ne faut pas hésiter à les appeler. Hein. Il y a un numéro, je crois qu'ils font des permanences. Est-ce qu'ils font encore des permanences dans les CCI à Brest ou à Quimper? Non, à Brest, ils font pas de Ils font permanence, plus? mais ils Non. font des permanences à la Technopole à Plouzané. D'accord, d'accord. Ils viennent. Mm. Ouais, ils se déplacent, c'est vrai. Ouais. Et puis, en Bretagne, il y a encore une structure au sein des chambres, que c'est moi, au sein de Bretagne Compétitivité. Il ne faut pas hésiter aussi à m'appeler pour y voir plus clair. Je suis là pour répondre à un premier niveau de questions. Et une de mes grosses activités, moi, c'est de faire de la veille pour les gens qui commencent à avoir un portefeuille et qui veulent surveiller un peu leurs concurrents, un peu de formation
Et puis, c'est quelques prédiagnostics pays qu'on fait pour des gens qui n'ont jamais déposé de brevet, qui veulent y voir clair dans cette première niveau de stratégie. Et puis, il y a ce qu'on appelle les CPI. Tanguy, avec son cabinet, en représente un. Mais il y en a beaucoup. Il y en a d'autres, ouais. Moi, quand je suis arrivé en Bretagne, il y a 34 ans, il y avait 2 ingénieurs. Au jour d'aujourd'hui, bon, il y a quelques cabinets qui ont installé des gens à Rennes, mais qui travaillent beaucoup plus pour des boîtes parisiennes. Ça s'est développé, c'est très, 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 très bien. Qui, eux, sont là pour vous aider aussi dans votre stratégie, rédiger les demandes, être véritable mandataire, défendre vos droits, etc., etc. Donc souvent, que ce soit l'INPI ou moi, on déblaye le terrain, on vous aide à y voir plus clair, mais si vous voulez bien faire les choses, vous finissez les mains dans un professionnel voilà, qui va gérer vos titres. Donc, sur ces subventions, rapprochez-vous ou de l'INPI ou vous pouvez me rappeler, je tâcherai d'y voir plus clair avec nos collègues de l'INPI en fonction de vos besoins. Et je voulais juste finir pour rappeler sur les brevets, 2 sites utiles. L'INPI a quand même fait des gros efforts. Il y a beaucoup d'informations sur tous les types de propriété industrielle, modèles, etc. Ils ont une base qu'on appelle DataINPI, où vous retrouverez l'ensemble des brevets, des marques, des dessins modèles qui impactent la France. Ça, vous trouverez les brevets français, vous trouverez les brevets dits européens, les PCT qui impactent la France, hein, ce qui couvre la France. Vous ne trouverez pas un brevet allemand ou un certificat d'utilité allemand qui n'a pas été étendu. Là, voilà. Et puis, vous avez une base de données pas toujours facile à interroger, parce que l'ergonomie est un petit peu plus subtile, on va dire, enfin bon, infaisable non plus. EspaceNet, le lien que j'ai mis tout en bas, où là, vous retrouverez, je parlais presque on n'est peut-être pas tout à fait à 100 millions de brevets déposés depuis, je vais dire, 1870, mais on ne doit pas être loin. Vous pouvez presque tous les trouver. Après, il faut être un petit peu connaisseur pour fouiller là-dedans, mais on a un contenu qui est libre d'accès, qui est important. Donc, le site de l'INPI, déjà une très bonne ressource, et puis EspaceNet pour ceux qui veulent aller un peu plus loin sur les... Après, il y a j'ai pas mis, mais il y a des ressources privées que nous, on utilise pour faire des recherches ou des veilles. On a la chance en France d'avoir le numéro 1 mondial de la base de données brevets, qui est la société Orbit Questel. Voilà, donc on peut être fier de ça. Donc c'est vrai là qu'en 1 heure, un quart, on vient de vous apporter beaucoup d'informations. On va redonner les paroles. Oui, merci Tanguy et Benoît. Si vous avez des questions, ouais, vous pouvez profitez-en, hein, qu'on a les spécialistes là. Je ne sais pas si tu avais mis ton numéro de téléphone. Non, je viens juste de revoir ça. Mais sur innovapi.fr, voilà. Vous pourrez peut-être revoir peut-être le rajouter. Ouais. Non, mais que les gens contactent directement. Oui, peut-être rajouter Voilà. les coordonnées de Tanguy sur cette dernière page. Oui. Ouais, bah je rajouterai ça et puis je te l'enverrai. Oui, oui, oui. Ok. Bah, je ferai ça. Bah, s'il n'y a pas de questions, soit on était clair, soit il y a eu un coupé. Non, je pense qu'il y a beaucoup d'infos. Enfin, après, Ouais. Après, c'est j'espère qu'on a vraiment été du cas clair par quand cas, même. donc faut pas hésiter à nous solliciter et puis on t'enverra la présentation, c'est ça, hein? Oui, voilà, et je ferai suivre aux personnes qui étaient participants. inscrites. Alors, les personnes qui sont là, il y a quelques personnes qui sont là, qui n'étaient pas, dont je n'ai pas les coordonnées, donc je ne pourrais pas leur faire suivre le support, hein, si elles Bah, veulent. n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ou si Voilà. vous voulez les présentations, Ouais. envoyez votre mail dans conversation, comme ça on Ouais, l'aura. ouais. Et puis
puis sinon, on ne va pas bloquer plus de temps que ça, s'il n'y a pas d'autres questions. Bon, je vous remercie. On a un retour, merci. Merci à toi d'avoir organisé ça. Merci à vous. Mais pour finir, peut-être je vous donne les dates des 2 prochaines réunions. La prochaine aura lieu mardi 16 novembre, ce sera sur la protection sociale du chef d'entreprise. Et puis lundi 22 novembre, là, ça sera en présentiel uniquement à Brest. C'est le Tour de France de la transmission d'entreprise, organisé par le journal Reprendre et Transmettre. Donc voilà. Je ne sais pas si... Pas de questions. Non. Bon, on va quitter. Ouais. Je vous remercie. Merci beaucoup à tous. À Tanguy, à Benoît et puis à vous tous. Écoutez, merci à vous. Voilà, il y a des commentaires. Les personnes sont de commentaires. En tout cas, merci, merci à tous. On nous rappellera si nécessaire. Quoi. Et puis n'hésitez pas à nous contacter. Et puis moi, je vais rajouter mes coordonnées après à la fin. Ouais. Voilà. Pas de souci. Merci beaucoup. À bientôt. Merci pour tous. Merci, à bientôt. Au revoir.